Ok. Donc, je m'appelle Nathanaël Gros. Donc, je suis motion designer au sein de l'agence Black Sheep Studio. Ça fait maintenant pas mal d'années que je fais ce métier-là. Après, je viens pas du domaine. Moi, j'ai fait des études dans le bâtiment, un BTS. Et durant ces études-là, et surtout avec les stages que j'ai fait en entreprise, je me suis rendu compte que ça collait pas trop avec ce que je voulais faire. Donc, en parallèle de mes études, j'ai donc rencontré Jean-Philippe et à l'époque, il venait tout juste de créer donc l'association Black Sheep Production, une asso étudiante où il y avait déjà pas mal de monde qui gravitait autour. Donc je me suis joint à l'équipe et puis voilà, petit à petit, comme ça, je me suis formé à la vidéo. Alors j'avais déjà une sensibilité un petit peu pour l'animation parce que voilà, j'avais déjà quelques années avant fait des petits films en stop motion. Voilà, j'avais toujours trouvé assez dingue cette magie de pouvoir rendre vivant des objets inanimés. Donc je faisais ça avec des Lego, avec de la pâte à modeler, toutes sortes de choses que je trouvais. Mais voilà, donc ça vient un petit peu de là, cette envie de faire de l'animation. Et puis voilà, petit à petit, on s'est professionnalisé pour en arriver du coup aujourd'hui à une société donc, dans laquelle je suis salarié. Au début, quand on a commencé, donc je participais aussi au projet audiovisuel. Alors le son, j'ai jamais trop touché. Après, j'en faisais un petit peu quand sur mes projets au tout début d'animation stop motion dont je parlais, je faisais un peu de design sonore, mais vraiment pas grand-chose. Non, après, du coup, au sein de l'équipe, j'ai fait en effet un peu d'audiovisuel, un peu de cadre, un petit peu de montage aussi, mais rapidement, en fait, on a commencé à faire un peu d'animation et le temps passant, c'est devenu quelque chose de plus en plus important. On a de plus en plus de demandes, que ce soit des films animés, enfin 100% motion design, ou alors des animations au sein de projets audiovisuels. Et donc petit à petit, en fait, j'ai fait le choix de me spécialiser vraiment dans l'animation. Et après, bah voilà, occasionnellement, j'ai refait un petit peu de cadre, mais ça devient de plus en plus rare en effet. C'est vrai que le fait d'avoir été au sein d'une asso étudiante à la base, c'est bien parce que ça a permis justement de se faire la main un peu sur des petits projets, voilà, d'autres assos. Et petit à petit, en fait, les demandes ont augmenté et puis aussi l'exigence a augmenté. Mais du coup, petit à petit, nous, on montait aussi en compétences. Donc ça, c'était vraiment un bon point. Et puis, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fou tout ce que j'ai pu apprendre sur YouTube, sur des forums. Enfin voilà, on a accès à une quantité et une qualité aussi de formation qui est assez incroyable. Et sur le motion design, il y a beaucoup de choses, même gratuites, hein, qui sont vraiment de qualité. Donc ça n'a pas toujours été évident et c'est une formation permanente. Encore récemment, là, j'ai commencé à faire un petit peu de 3D parce que voilà, à la base, j'ai plutôt creusé la 2D. Mais là, de nouveau, je peux passer du temps à me former. Donc oui, il y a eu pas mal de travail pour rattraper cette formation que j'ai pas eue et ses bases, quoi. C'est vrai que sur nos premiers motion, j'avais tendance à partir un peu dans toutes les directions et en fait, on s'est rendu compte petit à petit, on a rationalisé un peu ce workflow. Et c'est vrai que ça a été un apprentissage de se dire, bon, comment je construis mon motion? C'est comme une maison, quoi. Je commence avec des fondations, je vais pas monter un bout de mur, mettre une poutre, un bout de charpente. Non, il y a vraiment des choses à faire dans l'ordre. Et un motion, voilà, bon, rapidement, bon, je pense qu'on pourra détailler le process plus tard, mais voilà, il y a vraiment des bases à construire, mettre ses scènes et poser ses caméras, faire les animations principales. Et c'est vrai que ne pas tout de suite aller se perdre dans des détails d'animation secondaire qui, certes, rendent le film un peu plus vivant, mais sont accessoires. Voilà, ne vont pas porter vraiment le message principal. Et c'est ça qui doit être assuré en priorité. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on fait, c'est que l'idéal, c'est plutôt de vraiment s'axer sur ce qui est essentiel, ce qui traduit le message, les objectifs de communication du support.
Et après, si on a un petit peu de temps en plus, eh ben à ce moment-là, repasser une couche, un petit peu de vernis, de finition, et se dire ah bah là, je peux travailler un peu plus cette anime, mais il faut vraiment que l'essentiel soit assuré pour se dire après, ok, on passe à la finition, quoi, on va dire. Donc le motion design, il y a quand même deux morceaux, enfin deux parties assez distinctes. Il y a la partie production de tout ce qui constitue le film. Donc c'est la partie design graphique, on va dire, voilà, conception graphique. Et après il y a la partie animation. Donc la partie conception graphique, elle va demander des compétences en graphisme, comment je choisis une palette de couleurs qui fonctionne. Toutes les compétences après de dessin, d'illustration. Et après, il y a toute cette matière brute qu'il va falloir animer. Et là, on fait appel à d'autres compétences qui sont celles d'un animateur, de choisir les bons timings, d'animer les choses de manière fluide, etc. Enfin, voilà, après, c'est d'autres compétences. Donc, il y a ces deux aspects, ouais. Nous, on fait principalement des films 2D. Après, voilà, 2D, ça peut être dans plein de styles différents. Et justement, l'objectif avec la 2D, c'est de trouver des petits tricks, des petites astuces qui vont donner de la profondeur, qui vont il existe le terme de 2,5D. En fait, c'est une 2D auquel on va ajouter de la profondeur, notamment avec une caméra. On va déplacer les calques sur la profondeur pour donner un sentiment qu'il y a vraiment de l'espace. Et puis pareil avec les personnages, on peut faire en sorte qu'ils se tournent un petit peu pour donner l'impression que c'est de la 3D, mais en fait non. Après, on fait aussi un petit peu de 3D, mais ça, c'est encore un autre domaine. Voilà. Ça, c'est une question vraiment intéressante, ouais, la question de la liberté. En fait, il y a une période où il pouvait y avoir une certaine frustration à pas pouvoir s'exprimer pleinement sa créativité, etc. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que c'est pas la bonne approche, en fait. Finalement, je crois que c'est pas si mal d'avoir des fois un cadre, d'avoir des exigences, qu'un client veuille communiquer sur telle ou telle chose. Et à partir de ce cadre-là, une fois qu'on a géré ces objectifs de communication, comment est-ce que je peux amener justement une petite touche créative? Comment est-ce que je peux aborder la chose de manière un peu originale? Et c'est là que c'est intéressant. Donc finalement, on se rend compte que le cadre, des fois, faut pas le voir comme étant quelque chose qui contraint, comme une barrière ou voilà, mais ça peut être un tremplin pour exprimer après une créativité, tout en nous, voilà, nos métiers, on a des objectifs de communication, que ce soit pour vendre, pour former, pour sensibiliser, etc. Donc il faut qu'on garde ces objectifs. Après, c'est vrai que ça dépend des clients. Il y a des clients qui nous laissent une grande liberté. Il y en a qui ont une vision très arrêtée sur une palette de couleurs, un style. Donc là, voilà, on s'y cadre. Mais globalement, nous, moi, la manière dont j'aborde les projets, j'essaie toujours quand même de m'imprégner de l'identité de l'entreprise, de l'institution. Donc je vais proposer quelque chose qui est certes créatif, mais qui est toujours quand même teinté, enfin qui se raccroche quand même toujours à à l'identité, la charte graphique du client, pour que le client justement soit pas complètement perdu, parce que ça peut lui faire un peu peur des fois d'avoir quelque chose qui est complètement nouveau. Enfin voilà, donc souvent on essaye de proposer peut-être une ou deux propositions, peut-être une qui est plus proche de sa charte, de son identité, quelque chose qu'il connaît, et puis quelque chose d'un petit peu plus créatif, une petite proposition, mais qui, je redis, est toujours un peu en lien avec la charte graphique du client. Concernant la satisfaction, évidemment, moi, je considère que c'est un métier qui est assez dingue. Se dire de pouvoir vivre comme ça, de faire de la conception graphique, du dessin, de l'animation, c'est vraiment chouette. Après, c'est sûr qu'on le fait pas dans un cadre de divertissement. Moi, je fais pas du cinéma d'animation, donc j'ai un cadre, je dois respecter des règles pour communiquer, etc. Mais en fait, je redis sur chaque projet,
Enfin, même des projets qui ont des thématiques où on peut se dire oula, c'est pas très parlant ou c'est pas très, enfin au niveau communication c'est pas ouf. Bah, on se rend compte qu'on arrive toujours à un moment donné un petit espace pour exprimer sa créativité. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que sur chaque projet, j'arrive toujours à trouver un petit espace quand même où voilà, je peux me faire plaisir et pousser telle animation, tester tel style graphique. Enfin voilà. Donc. Et puis l'autre chose que j'apprécie dans ce métier, c'est le fait d'avoir plein de thématiques différentes. En fait, c'est rare qu'on ait plusieurs films d'affilée qui soient sur la même thématique. Souvent, voilà, on va avoir un film sur les nouvelles technologies, on va passer 2 jours plus tard sur quelque chose sur l'agriculture, l'environnement, on va passer sur quelque chose en lien avec l'associatif, les étudiants, etc. Donc, en fait, c'est tellement varié que ouais, vraiment, c'est ce que j'apprécie dans ce métier. Donc un projet motion design, ça se découpe en plusieurs parties. Il y a une première partie du coup que va gérer mon collègue Jean-Philippe. Donc lui, il va recevoir la demande du client, établir un cahier des charges marketing avec lui. Donc ça veut dire définir quelles sont les cibles, quels sont les messages clés qui doivent vraiment transparaître dans le film, etc. Donc à partir de tout ce cahier des charges, on va dire, initial, l'idée, ça va être d'écrire un script. Alors, parfois, il y a des films qui ont une voix off. Parfois, des films qui, en fonction des besoins, justement, n'utilisent pas de voix off. Mais bon, dans la plupart des cas, nous, on fait quand même des films qui ont des voix off. Donc là, on va écrire une voix off qui, justement, doit contenir tous ces messages clés. Et doit être aussi écrite de manière à ce qu'à l'oral, ce soit fluide, que voilà, le message passe bien dans un temps aussi qui est donné. Souvent, on fait des films de 1 minute 30, 2 minutes au maximum. Donc une fois qu'on a cette matière-là, moi en parallèle, je reçois justement tous les éléments graphiques du client pour m'en imprégner, voir un petit peu quelles sont ses palettes de couleurs, s'il y a déjà des films qui ont été produits par ce client. Donc je m'imprègne de tout ça. Et du coup, à partir de ce script, de ces messages clés, l'idée, ça va être maintenant de créer un storyboard. Donc ça va être comment je vais mettre en image cette voix off, ce script. Alors là, il faut pas tomber dans le piège de vouloir mettre en image de manière littérale ce que la voix off dit, parce que ça n'a aucun intérêt que l'audio et le visuel redisent la même information. Mais l'idée, ça va être que le message, on va dire, principal passe par l'audio, par la voix off, et on va venir compléter, ajouter du détail par le visuel. Donc il faut que les deux vraiment fonctionnent ensemble sans se marcher dessus, quoi. Donc voilà, là c'est tout le travail de storyboard. Donc ça va être un découpage scène par scène, essayer de trouver des représentations qui fonctionnent bien, avec toutes les règles de composition qui sont propres d'ailleurs aussi à l'audiovisuel. Hein. Une fois qu'on a ce document, il y a des allers-retours avec le client pour justement bien valider que les choses soient claires. Donc pour aider aussi à ce que le client se projette mieux, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mood board ou alors juste un exemple. On prend une scène et puis on la conçoit pour que le client se dise « Ah ok, mon film », au final, va ressembler à ça. Donc ça le rassure aussi, ça l'aide à se projeter. Et une fois que toutes ces choses-là sont validées, bah, j'ai mon storyboard, j'ai mon style graphique qui est défini, bah, je vais concevoir toute ma matière qui se trouve dans le film. Donc là, c'est une des grosses étapes d'un projet motion design. Encore une fois, on valide toujours. Hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. C'est que voilà, les validations, c'est bien d'en faire régulièrement à chaque étape du projet pour que tout le monde soit rassuré, que nous aussi, on n'ait pas des retours qui nous demandent de complètement défaire le film. Donc, une fois cette conception faite, on envoie ce qu'on appelle un global board. C'est vraiment une page qui reprend toutes les scènes du film conçues. Là, vraiment, le client a une idée de ce que son film rendra. Et après, ben, vient la phase d'animation qui est une autre grosse étape à partir de toute cette matière qui a été créée. On vient animer ces éléments, les faire apparaître dans l'ordre qu'il faut, ajouter les petits détails nécessaires, etc. Et après, bah, une fois que l'animation est terminée,
Il y a un autre poste qui est souvent un peu négligé, mais qui a vraiment son importance, c'est tout le travail de sound design. Donc ça, c'est du coup Evan qui s'en occupe, qui est l'ingénieur sonore de la société. Donc lui, il va venir vraiment venir designer, mixer tout ce qui est la musique, la voix off, pour que les éléments, pareil, se dissocient bien. Venir designer toutes les apparitions, les transitions, pour rendre encore un petit peu plus de profondeur au support. Et après ça, c'est la livraison au client. Il peut y avoir éventuellement quelques allers-retours encore pour ajuster des petites choses. Mais souvent, en fait, là, déjà, le client, avec tout ce qui a été vu avant, il sait globalement à quoi s'attendre. Donc voilà, éventuellement quelques retours, les exports dans les différents formats en fonction des besoins du client. Et puis, ça y est, on a bouclé notre projet Motion. Donc, des fois, ça peut être des motion design qui se produisent sur 1 à 2 semaines. Parfois, c'est des plus longs. Parfois, c'est des séries de films aussi. Donc là, à ce moment-là, ça s'étale sur plusieurs mois. Ça dépend, mais le processus, c'est plus ou moins toujours le même. Je pense qu'en fait, ce schéma, on le retrouve à chaque fois. Après, c'est juste à quel point on pousse telle ou telle étape. Ça peut être dans la mise en scène. On va peut-être passer plus de temps à se casser un peu la tête à trouver une mise en scène qui soit vraiment percutante, avec du storytelling, comment on fait passer des émotions aux spectateurs, etc. Après, ça peut être plus ambitieux au niveau de la conception. Donc, on a un style graphique qui va demander beaucoup de détails, beaucoup de travail de dessin, de composition, etc. Ou ça peut être l'animation. En fait, après, c'est les curseurs qu'on ajuste, chacun des curseurs qu'on ajuste. Donc, ce que je te disais, c'est que les grandes étapes, on les retrouve à peu près dans chaque projet. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, on a des demandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est le cas cette année où on a eu donc la maison Glénat qui nous a sollicité pour animer, en fait, dans leur musée, parce qu'ils ont un musée à côté de leur maison d'édition, donc animer des gravures de Rembrandt. Donc là, c'était clairement une demande qu'on n'avait encore jamais eue. Et tout le défi, c'était d'arriver à conserver le caractère, on va dire, la patte originale de Rembrandt, tout en les animant, et donc forcément en modifiant certains éléments, en recréant d'autres, etc. Donc c'était une demande particulière qui a demandé justement un temps d'imprégnation assez important de ces gravures de Rembrandt, qui sont donc dans un style qu'on n'avait jamais eu l'occasion de travailler. Aussi de comprendre chaque gravure, quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe dans cette gravure, si c'est un paysage, c'est à quelle saison, dans quel pays, pour qu'on puisse après derrière venir animer chaque petit élément au sein de cette gravure. Mais c'est vrai que ça fait partie des projets qui étaient assez particuliers. On a eu aussi souvent, d'ailleurs, c'est pour la culture. On a eu aussi l'occasion pour un autre musée de faire des animations pour raconter des contes et des légendes sur la montagne, liées à la montagne. Donc, des animaux fantastiques, le tigre de l'Ennédi, des légendes incas, etc., qui sont en lien avec les Andes. Et là aussi, pareil, c'était un cadre assez différent, parce que là, on était presque un petit peu sur du divertissement, dans le sens où on racontait une légende, une histoire, et là aussi il y avait une demande un peu particulière, quoi. Ouais. Je pense que parmi les compétences vraiment importantes pour un motion designer, mais c'est vrai pour plein d'autres métiers, il y a la curiosité, c'est sûr, de s'intéresser à tout un tas de sujets. Alors ça ne veut pas dire d'en devenir expert, mais au moins d'avoir quelques notions, de connaître. Et puis, vu qu'on a des métiers où on travaille avec des clients qui sont dans tout un tas de thématiques,
c'est vrai que c'est bien de pouvoir rejoindre le client sur sa thématique en disant « Ah oui, je connais ça, j'ai déjà vu un documentaire là-dessus, j'ai déjà lu un bouquin sur ce sujet. » Donc c'est vrai que c'est important de rester curieux vis-à-vis de tous les sujets qu'on peut traiter. Après, particulièrement dans l'animation, c'est vrai que c'est bien de garder aussi toujours un œil un peu sur ce qui se fait, d'avoir une sorte de veille un peu. Ça peut être dans la production cinématographique, mais aussi dans tout ce que les agences peuvent faire en communication, en publicité. Donc même si on n'a pas forcément les moyens de faire des choses comme des grands groupes peuvent se permettre, on peut toujours en retirer quelques éléments, se dire ah oui tiens ça c'est quelque chose que je peux faire moi à mon niveau et qui peut être intéressant à ajouter dans mes projets. Donc ça c'est sûr que c'est une compétence qui est importante, le fait de rester curieux, de rester attentif à ce qui se fait autour de nous. Et après, bah oui, enfin, clairement, la polyvalence dans l'animation aussi, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, enfin, moi, j'ai pas qu'une casquette d'animateur. Il faut aussi que je conçoive toute la matière. Donc, il faut que j'ai des compétences de graphiste aussi, qui lui va avoir l'œil pour choisir des couleurs qui vont ensemble, pour composer une image, un plan de manière harmonieuse, etc. Donc, et puis là, je vois, enfin, même souvent pour les agences de motion design demandent aussi souvent à ce qu'il y ait un peu des notions de 3D. Donc même si on n'est pas un expert de la 3D, ça veut dire qu'il faut quand même savoir se débrouiller un peu. Donc mis bout à bout, c'est vrai que ça peut faire voir parfois un peu des compétences aussi sur le son. Enfin bon, ça peut faire beaucoup de compétences. Donc c'est vrai que la polyvalence, c'est assez important. Alors, ça ne veut pas dire que, encore une fois, que je suis expert de tout ça, mais j'ai toujours mon domaine, l'animation 2D, qui est vraiment mon expertise. Mais après, j'essaye d'ajouter d'autres flèches dans mon carquois pour pouvoir, en fonction des projets, trouver l'approche, le style qui aille le mieux avec la demande du client, avec son objectif de communication. Ben, c'est sûr que pour un motion designer, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres métiers dans ce domaine, c'est évidemment important d'être un bon technicien, de maîtriser le logiciel, etc. Mais c'est clairement pas une fin en soi. La technique, voilà, faut la voir comme une boîte à outils, comme voilà, des outils, mais qui sont au service de quelque chose, d'un message, d'une idée, de quelque chose qui est véhiculé. Mais c'est pas, on fait pas du beau ou une animation hyper travaillée juste pour ça en fait. C'est pas le but. Donc c'est important d'être bon technicien, mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir toute une culture qui vient nourrir en fait la créativité. Toutes ces références, après, ça peut être une culture qui vient de tout un tas de domaines différents. Ça peut être les films, la BD, la peinture, enfin voilà. Donc, toutes ces choses-là, en fait, se connectent un peu les unes aux autres pour faire une matière une matière qui vient nourrir la créativité et se dire, tiens, dans cette scène-là, je dois représenter un paysage avec une petite maison, je sais pas, comment je vais la montrer. Ah oui, j'ai tel courant de peinture, représenter les choses de cette manière. Tiens, je vais prendre cette petite chose-là et puis je vais l'intégrer. Et puis, ah tiens, tel film, ah oui, il mettait en scène un paysage comme ça. Tiens, c'est une bonne idée, je vais le prendre aussi. Et en fait, on est créatif en fait quand on vient piocher comme ça tous ces éléments qu'on a toutes ces références qu'on a en tête et qu'on vient créer quelque chose à partir de toutes ces références. Donc ça, c'est clairement une compétence et une qualité, en tout cas, d'avoir ce bagage-là, toute cette culture, au-delà de savoir bien maîtriser un logiciel d'Adobe, etc.